Mesdames, Messieurs, bonsoir, ici dans la salle Mistral et en ligne. Alors nous sommes vraiment très heureux, nous sommes toujours très heureux quand on commence Madame Dose d'Otium, mais aujourd'hui nous avons l'honneur et la joie de recevoir Michel Perrault. Alors on ne présente pas Michel Perrault, Michel Perrault a une œuvre, un rôle majeur dans l'histoire contemporaine. Elle a écrit sur l'histoire des femmes. Moi, je me souviens avec émotion mes plongées dans l'histoire des femmes en Occident avec Monsieur Duby. Beaucoup de livres qui ont énormément compté, un féminisme qui est précieux et qui a mis le doigt sur ce rôle majeur des femmes dans l'histoire et le présent. Et puis, des réflexions sur les congés payés qui peuvent être abordés aujourd'hui notamment. Donc, beaucoup de réflexions qui comptent pour nous. Et donc, c'est un immense honneur de l'avoir avec nous ce soir dans cette dose d'Otium que vous commencez à connaître, j'imagine, que nous avons conçue avec Jean-Miguel Pire, historien à l'école des hautes études pratiques et qui a écrit sur l'Otium, qu'il a fait réémerger ce concept pour montrer symboliquement qu'on manque d'Otium aujourd'hui et que le monde souffre de ce manque d'Otium et qu'il est urgent de réapprendre à penser. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à Jean-Miguel et à Michel en les remerciant une fois de plus pour ce moment. Et puis, on se retrouve dans 3 quarts d'heure pour la suite. Merci. D'abord, je voulais dire mon immense gratitude à Michel Perrault, qui nous fait la joie d'être présente et qui vient donner de la densité finalement à ce concept et à cette dose d'Otium. J'ajoute à cette gratitude une gratitude pour le titre, parce que souvenez-vous, la première fois que nous nous sommes rencontrés chez une amie, je terminais le manuscrit de l'Otium du peuple et j'avais un peu de scrupule à l'appeler comme ça, au fond, parce que c'était un jeu de mots et peut-être ça aurait été jugé irrespectueux. Et au fond, quand vous en avez su un peu plus sur le propos du livre, au fond, vous m'avez dit, mais oui, c'est très bien, c'est un bon titre. Donc, après notre rencontre, j'ai été vraiment encouragé. Et du coup, effectivement, les choses se sont déroulées plus facilement. Par contre, j'ai été moins encouragé la première fois que je vous ai parlé d'une invitation possible à ces conférences. Et là, vous m'avez dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter ? Et effectivement, j'ai précisé ma pensée. J'ai dû réfléchir aux arguments finalement que je devais trouver pour vous convaincre et essayer de comprendre le lien qu'il y avait entre ce fameux Otium, ce loisir intelligent, studieux, et votre œuvre, tout ce que vous avez apporté à l'histoire et à l'histoire des idées. Et au fond, si je devais le résumer le plus simplement du monde, je dirais que ce qui nous réunit, c'est peut-être tout simplement cette quête éternelle, universelle, toujours à recommencer, ce combat humain par excellence qui est la recherche de l'émancipation, la recherche de la liberté, de l'autonomie, de la dignité humaine. Je pense que si on devait résumer la part d'Otium qui vous rencontre quelque part, je pense qu'on ne pourrait pas dire mieux, c'est cette possibilité de déployer sa liberté, d'avoir le moment de le faire, de juger que c'est important de le faire, en réfléchissant, et en étant capable de donner du sens et des valeurs à sa vie, au fond. Et je pense que c'est un fil rouge, quelque part, qui traverse votre œuvre et que, si vous en êtes d'accord, je souhaitais aborder au travers de 3 grands chapitres qui seraient les femmes, le monde ouvrier et la chambre. Alors, dans ces 3 dimensions, si vous en êtes d'accord, nous essayerons d'explorer la part de ce qui relève de la quête de discernement, d'imaginaire, de vérité, pour ces êtres qui ont été privés finalement de cette liberté et comment ils l'ont reconquise. Un deuxième lien, et peut-être plus méthodologique, c'est au fond
le fait que ma démarche repose sur une sorte de pari sémantique. Au fond, il y a cette idée que le pouvoir de comprendre, c'est d'abord le pouvoir de nommer. C'est le pouvoir des mots, au fond. L'histoire humaine, on le sait, est fondée sur des concepts qui émergent et qui brusquement rencontrent des combats politiques. Et ensuite, les mots deviennent des manifestes, des symboles et agglomèrent les énergies et permettent de changer le réel. Et au fond, le pari de l'Osium, c'est cette idée que nous avons tous le sentiment qu'il est important de réfléchir. Nous avons tous évidemment des moments où nous consacrons à cette réflexion, à cette quête de sens. Mais le problème, c'est que nous ne le valorisons pas. Une de mes hypothèses, vous le savez dans le livre, c'est de dire nous ne le valorisons pas parce que nous n'avons pas de mots pour le faire, qu'il n'y a pas de mots finalement qui qualifient cet effort de la réflexion et surtout cette décision que l'on peut prendre de s'arrêter, de prendre le temps de réfléchir et de considérer que cette décision est importante. Et comme vous le savez, dans notre époque, très peu de choses peuvent nous inviter à le faire. Il faut même lutter pour le faire quand on veut le faire. Donc voilà, il y a ce pari sémantique. Et peut-être que dans 10 ans, ce pari sera gagné et que les gens utiliseront ce mot et qu'ils sauront ce que ça veut dire et ils le défendront. Je pense que dans votre œuvre, et notamment avec l'histoire des femmes, on retrouve cette même adéquation entre un combat politique et l'émergence d'un mot. Le mot féminisme, qui était un vieux mot finalement, à un moment donné, il émerge dans le débat politique et il commence à agglomérer les luttes. Et je pense qu'il y a un avant et un après. Et quand le féminisme devient un combat politique, il y a un effet de souffle, au fond, et que nous mesurons toujours aujourd'hui. Au fond, le féminisme est toujours un combat. Les derniers épisodes de ces dernières années, MeToo, etc., montrent que c'est un combat qui n'est pas gagné, qu'il faut continuer à le poursuivre. Et pour autant, le mot continue à agglomérer cette puissance. Je souhaiterais organiser notre échange en 3 temps et autour de ces 3 chapitres. Le premier serait donc l'émancipation des femmes, au fond, et le lien avec l'histoire de l'Osium. J'ai eu l'occasion de le dire dans une séance précédente et j'en parle dans le premier livre que j'ai écrit sur le sujet. Finalement, les femmes ont un rôle singulier dans cette histoire du temps libre intelligent. Il y a différents épisodes comme ça que j'évoque. Le premier, c'est un épisode fondateur, c'est l'invention de la philosophie. On sait que les écoles de philosophie, pour la plupart d'entre elles, étaient tout à fait ouvertes aux femmes. Quel que soit leur statut, que ce soit des femmes de citoyens, des femmes esclaves, il y avait une ouverture. Il y a un épisode qui m'intéresse aussi, c'est dans l'histoire des salons. L'idée que les salons étaient gouvernés par les femmes et que c'était finalement dans l'espace domestique un espace qui devenait public et qui était un lieu d'osium, au fond, c'est-à-dire un lieu de discussion désintéressée pour le plaisir de converser, mais qui était pour autant un lieu de diffusion, de production du savoir aussi. Donc là, les femmes, en dépit de leur retrait de la vie publique, finalement, ont pu jouer un rôle dont certains ont dit, je pense à François Furet, qui établit une généalogie entre les salons du XVIe, du XVIIe siècle et les clubs de réflexion de la Révolution, avant la Révolution, et l'avènement des événements révolutionnaires. Donc il y a une continuité entre les deux. Et au fond, plus largement, je dirais, les femmes et l'osium, les femmes ont une connaissance particulière de ce que peut être la liberté, comme tous les gens qui en sont privés finalement. Et l'état de sujétion, l'état de manque de liberté dont elles ont été constamment affectées, au fond, jusqu'au XXe siècle, jusqu'aux réformes du XXe siècle, ont été pour elles des occasions de réfléchir à ce que devait être, à ce que pouvait être la réflexion. Et peut-être que cette idée de réfléchir pour réfléchir, de réfléchir à ce que c'est l'intimité, de réfléchir à ce que c'est la réflexion libre, elles ont joué une part particulière, elles ont pu jouer un rôle, et une fois qu'elles ont été émancipées, et je pense qu'il y a des écrivaines comme Virginia Woolf, on en reparlera, elles avaient un savoir particulier à délivrer, un savoir universel en quelque sorte, à délivrer sur ce que c'est de réfléchir librement quand on en est privé, et les vérités universelles auxquelles on atteint quand on se livre à cet exercice dans le secret de sa chambre, dans le secret de son journal intime et dans le secret de ses conversations. Oui. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? Et est-ce que vous avez
des éclairages particuliers à apporter dans l'histoire des femmes, des moments un peu singuliers où elles ont pu jouer un rôle méconnu par définition sur ce que peut être une réflexion libre et oshomique. Oui. Alors, peut-être qu'il faudrait que j'ai un micro. Ah non, j'en ai un. Vous avez un micro. Ah bon, cravate. très bien, formidable. D'abord, merci de m'accueillir, merci d'être là, et puis merci pour ce vagabondage quand même entre différents lieux. Alors, au fond, votre livre et la séance d'aujourd'hui, c'est une réflexion sur le temps, hein, l'osium dans le temps. Qu'est-ce qui fait que le temps a été segmenté au point qu'on distingue le temps et le loisir? C'est le travail. C'est quand même le développement du travail qui a segmenté un petit peu le temps. Et notamment le travail salarié. À partir du travail salarié, on compte le temps en heures, par exemple, heures de travail, jours de travail, d'où l'importance du rôle du mouvement ouvrier que nous allons évoquer tout à l'heure. Or, les femmes sont restées longtemps en dehors de cela. Le temps des femmes n'était pas un temps salarié, c'était un temps domestique lié à la maison, avec les travaux domestiques et avec des journées qui, au fond, n'avaient pas vraiment de... On ne les comptait pas. Le travail des femmes, c'est un travail invisible, non comptabilisé, non perçu, en définitive. Elles sont un peu... Et au fond, qu'est-ce que ça veut dire l'osium pour elles? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Anecdote, ça se passe il y a longtemps, je suis dans un cours privé, religieux, il y a des conférences pour les mères, donc pour ma mère, qui était une femme extrêmement active et qui est rentrée assez mécontent d'une conférence parce que l'aumônier avait dit « Oh, mesdames, les femmes doivent être levées les premières et couchées les dernières. » Autrement dit, le temps des femmes, c'est la journée absolument entière. C'est pas un temps véritablement comptabilisé. C'est un temps, au fond, relativement gratuit. On ne les compte pas, ces heures. Alors, ça ne veut pas dire que les femmes ne reçoivent pas quelque chose en échange, mais elles sont dans un système que le grand anthropologue Mauss, M-A-U-2-S, a appelé, dans son essai sur le don, don contre don. On fait un don et on reçoit quelque chose en échange. C'est d'ailleurs quelque chose que je pense nos amis africains nous expliqueraient beaucoup mieux que nous, parce que nous comptons tout, et notamment en monnaie, etc. Il y a des sociétés où non, ça n'est pas encore comme ça, on est dans le système don contre don. Mais tout ça est absolument invisible, et il est aussi assez intéressant de voir que, mettons le 19e siècle, il y a une bourgeoisie, et dans la bourgeoisie, on emploie des domestiques, beaucoup de travail domestique, les maîtresses de maison ne faisant autre chose. Et les domestiques sont payés par des gages. Elles sont payées par des gages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles reçoivent un salaire global pour des journées non mesurées. À cette époque-là, les domestiques n'avaient pas de droit, il faut bien le dire, et leur journée était absolument interminable. Pourquoi? Parce qu'elle aussi, c'était le travail domestique, c'est-à-dire un travail non salarié et par conséquent sans fin, absolument sans fin. Il a fallu arriver véritablement aux années 1900
pour que quelques-unes commencent dans les villes à dire mais il n'y a aucune raison que notre temps soit comme ça absolument interminable. Autrement dit, le temps féminin, qu'il soit des maîtresses de maison ou des domestiques, c'est ce temps interminable qui n'est pas véritablement compté et où l'otium a peu de sens. Hein. C'est véritablement s'arrêter, prendre un peu de temps pour soi, c'est véritablement pas quelque chose qui est véritablement pris en compte. Alors, ce qui va changer, c'est à partir du moment où les femmes vont être salariées. Salariées, c'est-à-dire travaillant dans un établissement très divers, grande diversité naturellement des travaux féminins salariés, ça peut être l'usine, ça peut être l'atelier, ça peut être une boutique, mais à ce moment-là, on entre dans un système horaire et les femmes reçoivent des salaires, évidemment, très variables selon les conditions. Et à ce moment-là, les femmes prennent conscience de leur temps et plus que dans le travail domestique qui, en effet, lever la première, coucher la dernière, faire le travail domestique, tout ça, ça ne se compte pas. À partir du moment où elles entrent dans un système de salaire, alors elles se mettent à réaliser que, oui, elles ont des très longues journées. Et quand elles ont un travail salarié, va se poser pour elles le problème de ce qu'on a appelé la double tâche. La double tâche, c'est-à-dire le salaire, le travail salarié, tel que je viens d'évoquer rapidement, et le travail à la maison. À ce moment-là, double tâche, double journée, double tâche, double journée, et aussi, du coup, attention au temps libre. Ce temps libre que vous traitez, qui est votre matière, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Et le profil du temps libre, le désir du temps libre, à ce moment-là, va se profiler pour les femmes. Alors, vous parlez beaucoup dans votre livre du type du loisir, de la culture. Est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes du point de vue du loisir et de la culture? Oui, il y en a une. Parce que pendant longtemps, les femmes ont été pensées en dehors de la culture. Lire et écrire a d'abord été pour les hommes. L'accès des femmes à l'instruction, pendant longtemps, on a pensé que ce n'était pas leur place. Lire et écrire, c'est d'abord une affaire d'hommes. L'instruction, c'est pour les hommes. Pourquoi? Parce que les hommes sont en charge de la société. C'est eux qui la gèrent, qui la dirigent. Et par conséquent, lire et écrire, c'est pour eux que c'est important. Mais au cours du temps, ça a changé. Les femmes ont eu un accès croissant à la lecture et à l'écriture et elles sont devenues demandeuses. Cette culture, cette écriture, cette lecture, c'est apparu comme quelque chose de désirable, quelque chose qui permettait d'accéder à un nouveau monde. Donc, elles ont exercé une pression sur l'instruction, elles ont demandé de l'instruction, et ça n'a pas toujours été très bien vu. La femme qui lit a souvent été considérée comme une femme dangereuse. Laura Adler a écrit d'ailleurs un livre là-dessus. Les femmes qui écrivent sont dangereuses. Pourquoi les femmes qui lisent sont dangereuses? Pourquoi? Parce que le livre, c'est un accès à un imaginaire du désir,
un imaginaire du rêve, un imaginaire de l'amour aussi, beaucoup de choses. Et est-ce que ça ne va pas détourner les femmes de leur rôle domestique, de ce temps domestique que nous avons évoqué, qui est un temps où on a du travail, où il faut faire ce travail, et, où ce travail domestique. Et lire, bon, c'est bien joli, mais c'est pas pour les femmes. Donc, il y a eu une frontière pendant longtemps. Hein. Et cette frontière de l'instruction, cette frontière de la lecture et de l'accès à un loisir lettré et cultivé, ça n'a pas été si simple que ça. Hein. On pense maintenant que tout le monde a accès à tout, ce qui est en partie vrai, en partie contestable, mais ça a été aussi une frontière absolument disputée et discutée. Alors, et ça a été la même chose dans le domaine de l'instruction. Dans le domaine de l'instruction, pendant très longtemps, si on prend par exemple le 19e siècle, pour se rapprocher un petit peu de nous, en France, mettons, en France, au début du 19e, il y a, à l'époque napoléonienne, on fonde des lycées. On fonde des lycées, pourquoi ? Pour que les hommes qui vont qui vont être les cadres de la nation soient bien instruits. Voilà. Hein. On veut un enseignement laïque, enfin, pendant longtemps, l'enseignement a été donné par l'Église. Là, on veut donner un enseignement laïque à de futurs cadres de la nation. Hein. Il n'y a pas de lycée de filles. Hein. Non, parce que les filles, non, elles sont chez elles, elles n'ont pas à faire tout ça. Et puis, à côté des lycées, il y avait évidemment l'école élémentaire. Alors, dans l'école élémentaire, il y a tout de même des écoles de filles. École de garçons, école de filles. Et on commence tout de même à donner une instruction aux filles. Instruction d'ailleurs que l'Église leur donnait un peu. Pourquoi ? Parce que dans l'Église, hommes et femmes, ils ont des âmes. Et du point de vue de l'égalité, il n'y a pas d'égalité dans la société, mais il y a égalité des âmes. Les femmes, elles iront quand même au paradis. Hein. Elles vont quand même gagner le paradis. Donc, la prière, le fait d'être capable de lire l'Évangile, ce sont des choses importantes. Et il y avait donc un enseignement privé pour les filles, fait souvent par des religieuses. Hein. Voilà. Mais progressivement, justement, les femmes veulent accéder à l'instruction des hommes, celle des hommes, et elles exercent une pression pour avoir des écoles de filles. Et ce qui va réaliser l'égalité du point de vue de l'instruction, c'est quand même la République. En France, la Troisième République, il y en a eu deux autres avant, qui est proclamée en 1870, qui va avoir une vie compliquée, bon, mais qui s'installe pour longtemps. Hein. On entre en République et on n'en sortira plus désormais. Ce sera toujours la République, avec des hauts et des bas, naturellement. L'époque pétiniste se proclame République, mais enfin, on peut douter de cela. Et la Troisième République, elle, décide que, oui, il faut qu'il y ait égalité d'instruction pour les garçons et pour les filles. Et ce sont les fameuses lois Ferry, Jules Ferry, Fe2RY, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'école égale, l'école élémentaire égale pour les garçons et pour les filles qui doivent rester à l'école jusqu'à 12 ans. Hein. Et là, par conséquent, il y a l'idée de réaliser une égalité d'instruction pour les petits garçons et pour les petites filles. Alors, après 12 ans, on se retrouve devant les systèmes dont nous allons parler. Les filles, bon, c'est fini, ça suffit pour elles. Et il faudra encore une vingtaine d'années pour que, la fin du 19e, on crée les premiers lycées de filles, dont un des premiers a été le lycée Fénelon, qui est très connu à Paris, et
qui a véritablement, donc très tard, vers quelque chose comme les années 1890, donc avant la guerre de 14, mais finalement très tard. Qu'est-ce que je vous ai raconté là? Je vous ai raconté une inégalité des sexes devant le temps, une inégalité devant la manière dont on comptabilise le travail et dont on perçoit le loisir, et une inégalité devant ce qui va permettre d'utiliser le loisir et le rendre intelligent, c'est-à-dire l'accès à la culture, l'instruction, la lecture, etc. Voilà tout simplement ce que je voulais pour répondre à votre première question. Merci infiniment. Donc, c'est effectivement un tableau assez accablant, en fait, mais sans doute très, très réel. Pour autant, est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'il y a eu des résistances au sens où des millions d'êtres humains, finalement, pendant des siècles, ont été soumis à cette inégalité qui, à bon droit, nous paraît aujourd'hui révoltante à la lumière de nos propres critères. Mais est-ce que pour autant, dans ces époques passées, les femmes n'avaient pas conscience d'être victimes d'une inégalité? Est-ce qu'il n'y a pas eu des moments de prise de conscience et de verbalisation? Parce qu'on imagine bien qu'il y en a eu beaucoup dans le fort intérieur, dans l'intimité des familles, mais cela restait silencieux parce que c'était trop révolutionnaire. Pour autant, est-ce qu'il n'y a pas eu des sortes de sorties un peu brutales de ce discours, de cette verbalisation sur l'inégalité? Alors, moi, je songe à des gens comme Olympe de Gouges, évidemment, à la Révolution, mais peut-être plus profondément, quelqu'un comme George Sand, avec l'existence qu'elle avait, qui à mains égards, faisait songer à celle d'un homme en termes d'autonomie, de liberté, de moyens matériels de mener sa vie comme elle l'entendait. Est-ce que quelqu'un comme elle a pu faire progresser la prise de conscience chez ses consoeurs, et est-ce qu'elle a pu même songer à s'engager politiquement pour imprimer un changement dans les institutions qui auraient été favorables à cette émancipation des femmes? Alors, je vais bien sûr répondre à votre question et revenir vers quelqu'un comme George Sand, qui est en effet tout à fait intéressant. Mais ce que je voudrais dire, c'est que la notion d'égalité des sexes dont nous venons parler et que vous reprenez aussi, elle est bien antérieure quand même. On pourrait dire que, pour aller très vite, elle émerge vers le XVIIe siècle. C'est vers le XVIIe siècle, en France, que on commence à parler de l'égalité des sexes. Par exemple, une femme d'ailleurs, Marie de Gournay, G-O-U-R-N-A-Y. Marie de Gournay écrit un livre de l'égalité des deux sexes. Et elle commence à contester l'idée qu'on considère que les deux sexes sont inégaux. Descartes, par exemple, qui est évidemment un grand homme du XVIIe, Descartes disait « la science n'a pas de sexe ». La science n'a pas de sexe. Ce qui veut dire que les hommes et les femmes, devant la science, devant le savoir scientifique, ils sont égaux. Et de manière générale, le cartésianisme a été une réflexion qui a ouvert, je ne dirais pas égalitaire, mais qui a ouvert les portes à l'idée d'égalité. Et à côté de ces grands hommes, grandes femmes, Poulain de la Barre, un homme comme Poulain de la Barre, P-O-U-2-L-A-I-N, de la Barre, B-A-2-R-E, il publie un bouquin qui s'appelle, lui aussi, L'égalité des sexes. Et il développe l'idée que, oui, les hommes et les femmes sont égaux. Et alors, il y avait toujours l'objection que le corps des femmes était un corps fragile, malade. Et par conséquent, c'était une des raisons pour lesquelles on ne pouvait pas faire l'égalité. Poulain de la Barre répond là-dessus. Il dit même, bien sûr, les femmes ont des malaises, elles ont des difficultés, elles ont des problèmes de corps, mais les hommes aussi. Les hommes aussi, ils ont mal à la tête, ils sont mal fichus, ils sont ceci, ils sont là. Autrement dit, Poulain de la Barre, voilà, un homme qui, naturellement, n'emploie pas du tout le mot de féminisme, qui n'existait pas à cette époque, ou à peu près pas, mais qui conteste l'idée
qu'à cause du corps, il y aurait une inégalité entre les hommes et les femmes. Donc le XVIIe siècle est très intéressant parce qu'il commence à contester l'idée de l'égalité et à réfléchir au problème de l'égalité entre les sexes. Alors, au XVIIIe, pour donner des exemples simplement, il y a une urbanisation très grande au XVIIIe. Les villes se développent beaucoup. Et les villes sont des lieux de contestation et de mise en cause des idées traditionnelles. Ne serait-ce que par exemple, il y a des réceptions, il y a des salons. Il y a ce qu'on a appelé les salons. Qu'est-ce que c'était que ça, les salons? Les salons étaient tout simplement des espaces de réception tenus par des femmes. C'était les femmes maîtresses de maison qui géraient un petit peu les salons. Mais certaines d'entre elles, qui étaient malines et qui savaient des choses, ont dit, oh là là, on ne va pas faire des salons un peu bêtes, quoi, ou on va dire n'importe quoi. On va faire des salons de conversation. Ce désir d'ailleurs de la conversation avait été dès le XVIIe, on retrouve encore le XVIIe siècle là, revendiqué par les précieuses. Les précieuses dont Molière s'est moqué intelligemment d'ailleurs, dans les précieuses ridicules. Les précieuses, qui étaient-elles? C'était des femmes émancipées déjà, évoluées, qui contestaient un petit peu, beaucoup même, le rôle futile et non pris en compte qu'on leur donnait, et qui avaient voulu justement faire des lieux de discussion, de beau langage. Elles revendiquaient le beau langage. Vous parlez beaucoup du langage, vous parlez beaucoup de l'importance des mots et des noms. Eh bien, les précieuses ridicules défendaient ça. Elles revendiquaient le rôle du beau langage, les femmes doivent savoir parler, et elles avaient elles-mêmes instauré des salons pour la parole. Elles avaient dit aux hommes qui arrivaient bottés, crottés un peu, elles disaient, non, vous allez venir élégamment vêtus, bien habillés, et puis vous allez cesser de prononcer des jurons. Nous, les femmes, on aime le beau langage. Vous allez bien parler. Et elles ont essayé de domestiquer un petit peu, de rendre un peu plus élégant ces hommes qui se croyaient tout permis, qui arrivaient n'importe comment, et elles revendiquent le beau langage et la bonne posture. Donc, le salon des précieuses ridicules, dira Molière, mais des précieuses tout simplement, ce sont des lieux de otium, de loisirs, mais d'un loisir cultivé. Et là, on voit le rôle d'un certain nombre de femmes dans ce sens-là. Elles sont un petit peu, elles se pensent comme des éducatrices, comme des femmes cultivées, voilà, qui sont contre le rôle qu'on leur donne habituellement. Elles-mêmes disent, mais nous, on est capable de parler, de penser, et même nous voulons des hommes qui ne nous traitent pas un peu comme ça, enfin, à la légère. Donc, c'est très important. Si vous me permettez une petite, effectivement, un petit focus sur cette question de la conversation comme source effectivement de résistance, qui renoue finalement avec un des fondamentaux de l'origine de l'otium, qui est la philosophie, la pratique philosophique, qui est fondée sur les dialogues. Donc la conversation, qui est une façon finalement de s'approprier quelque chose qui leur est malgré tout autorisé dans l'intimité de leur salon, elle l'érige en une façon de renouer avec un des fondamentaux du dialogue philosophique, qui est le désintéressement. Les conversations désintéressées qui ont l'air de ne mener nulle part, mais qui sont la condition de penser librement. Et au fond, et vous nous dites une chose qui est encore plus émouvante, c'est que en exigeant des formes de civilité qui ne sont pas du ressort des hommes, finalement, elle crée les canons du lieu qui est nécessaire à cette pensée désintéressée, qui est la vraie pensée scientifique, au fond. Donc, en dépit de leur servitude,
dans cette petite niche qu'elle réussisse à se gagner, elle renoue avec le meilleur de cette pensée ossiomique qui donnera le développement de la science et de la pensée désintéressée qui est au fondement de l'état de droit, au fond. Tout à fait. Tout à fait d'accord avec vous. On ne saurait mieux dire, effectivement. Et si l'on poursuivait cette histoire de la revendication de la conversation comme lieu de création de la science, du savoir, etc., il y aurait beaucoup à dire, on n'a pas beaucoup le temps, mais ça s'est amplifié au XVIIIe siècle. Ce n'est pas à vous, mais peut-être au public, grand siècle de philosophie. Alors là, on rejoint la réflexion philosophique, et très souvent, cette réflexion philosophique, elle avait toutes sortes de lieux, mais les salons jouaient un rôle très important, et à nouveau, un certain nombre de femmes, pas toutes évidemment, s'emparaient des salons pour développer cette pensée philosophique et scientifique. Et il y a, dans cette conversation, dans ces lieux, elles prenaient de plus en plus conscience de leur importance. Et ça n'est pas pour rien que Olympe de Gouges a fréquenté ces salons. Olympe de Gouges, puisqu'on vient de parler d'elle, Olympe de Gouges, elle habitait Montauban. Elle est venue à Paris. Pourquoi? Parce que à cette époque-là, Paris, c'était quand même la ville des Lumières. Et les provinciaux se disaient, pourtant il y avait des villes intéressantes, une ville comme Toulouse était quand même très importante, mais les gens estimaient que quand même Paris, c'était les Lumières, il fallait y aller. Donc si on pouvait y aller, on y allait. Et Olympe de Gouges a fait ça, elle est venue à Paris, et elle a à ce moment-là fréquenté un certain nombre de salons, par exemple Condorcet. Elle a rencontré Condorcet et l'épouse de Condorcet, Sophie de Condorcet. C'était vraiment un couple des Lumières. C'est des gens tout à fait extraordinaires, dont le salon, car il y avait un salon Condorcet, était un lieu de pensée, véritablement. Et Olympe de Gouges a très bien connu les Condorcet, et elle, à leur manière, elle a ouvert elle-même son salon, et c'est comme ça que Olympe de Gouges est, avec Condorcet, dans la Révolution. La Révolution éclate en quelque sorte, se profile, et elle demande des droits pour les femmes. Et elle est complètement scandalisée quand les États généraux, tout de même, les États généraux, c'est le début de la Révolution, mais ils vont organiser le droit de vote. Ils vont proclamer le suffrage universel, mais pas pour les femmes. Autrement dit, un suffrage universel masculin, mais pas pour les femmes. Alors là, Condorcet proteste. Condorcet écrit un livre qui s'appelle « De l'admission des femmes au droit de cité », et Olympe de Gouges proteste, elle aussi. Elle va d'ailleurs être arrêtée, elle sera guillotinée, mais pas uniquement pour ça. C'est parce qu'elle était girondine et que les montagnards n'aimaient pas les girondins. Mais on voit l'importance, en effet, de ce mouvement des femmes pour les droits et pour la liberté. Absolument. Peut-être un mot de George Sand. Alors, George Sand, elle naît en 1804. Donc, George Sand n'a pas connu la Révolution française. Elle était d'origine aristocratique. Et sa grand-mère avait été une femme des Lumières, tout à fait, qui avait d'ailleurs connu Jean-Jacques Rousseau, qu'il avait même reçu chez elle. Donc, George Sand, quand elle naît en 1804, bon, elle est toute petite, à l'époque de l'Empire. Son père est un officier des armées napoléoniennes, et donc elle est toute petite dans un bain de lumière.
de lumière, de désir aristocratique, etc. Ceci dit, son père meurt très tôt d'un accident, d'ailleurs, même pas à l'armée, un accident banal de cheval, tout à fait banal. Et son père avait épousé une ouvrière parisienne, ce qui montre une ouverture sociale qui n'était pas si fréquente. Hein. Et George Sand a puisé son idée de l'égalité, alors une égalité sociale et une égalité sexuelle. Égalité sociale, elle est contre l'inégalité des classes. Elle va très vite se dire socialiste. Hein. Qu'est-ce que ça voulait dire, socialiste? Ça voulait dire revendiquer l'égalité entre les classes. Et puis, par ailleurs, elle est une femme révoltée, très vite révoltée, et donc elle est pour l'égalité des sexes. Hein. Et comme elle ne la trouve pas dans le milieu dans lequel elle est, elle va décider de vivre à sa manière. C'est-à-dire, elle se marie d'ailleurs, parce que sa grand-mère et sa mère pensent mariage pour les femmes. Bon, elle se marie sans amour particulier. Elle a 2 enfants avec son mari, mais ça ne lui suffit pas, ça ne lui plaît pas. Elle trouve que c'est routinier, que son mari est grossier, ne s'intéresse à rien, à la chasse et aux chiens, hein, comme elle disait. Et donc, elle va divorcer et elle va vivre d'amour libre. Hein. Elle aura pas mal d'amants, généralement avec une certaine longue durée. Donc, dans un siècle, le 19e siècle, qui pense la différence des sexes vraiment de manière différente et qui assigne aux femmes la conjugalité, l'ordre des sexes, etc., elle va être vraiment un modèle totalement discordant. Et du coup, et surtout, et aussi, parce que la liberté sexuelle, c'est une chose, mais ce qu'elle veut surtout, c'est la liberté d'écrire. Voilà. Elle veut être une femme auteur. On ne disait pas autrice à l'époque. Hein. Une femme auteur. C'est-à-dire que c'est ça qui l'intéresse, en vérité. Elle veut écrire, elle veut publier des livres, et elle veut être un grand écrivain. On ne disait pas écrivaine non plus. On dirait ça maintenant. Mais elle se pense grand écrivain. Et elle veut être l'égale de Victor Hugo. Voilà, c'est ça son idéal. Liberté sexuelle, liberté d'écriture, liberté de gagner sa vie, liberté de gérer une maison. Ça a été la maison de Nohant dans le Berry, qu'on peut visiter maintenant, pour recevoir des gens librement, avoir beaucoup d'amis, et elle en a eu beaucoup. Musset, bien sûr, Chopin, qui a été pendant de nombreuses années son amant, et qu'elle invitait à Nohant, qui passait beaucoup de temps à Nohant, et puis un ami, alors sans aucune sexualité, Delacroix. Vraiment, c'était une femme qui avait les idées ouvertes, la revendication des droits des femmes, et une vie très libre. Ça, c'est en effet quelqu'un de tout à fait passionnant, mais et qui, dans ses romans, crée des profils de femmes tout à fait émancipés pour donner aux femmes des désirs nouveaux. Donc elle a quand même joué un rôle dans la prise de conscience et peut-être elle a donné des idées à certaines de ses contemporaines pour peut-être pas vivre exactement comme elle, mais se saisir de cette liberté et refuser l'état de servitude auquel les femmes étaient contraintes. Absolument, absolument. Elle est un modèle d'émancipation auquel beaucoup de femmes, en effet, peuvent se rattacher et qu'elles peuvent revendiquer. Absolument. Venons-en peut-être au deuxième chapitre Oui. qui est tout aussi emblématique parce qu'il nous ramène vraiment à la question du titre, au fond. Après la sortie de mon premier livre,
une des critiques qui était récurrente, c'était vous essayez de défendre l'universalité de l'otium, mais au fond, les moyens matériels de l'otium sont tels qu'au fond, c'est une affaire d'aristocrate. Au fond, c'est réservé à un tout petit nombre. Et au fond, j'ai eu le sentiment qu'il y avait une vraie confusion entre l'histoire de l'accès à ce loisir cultivé, qui suppose effectivement les moyens et qui a effectivement été réservé à un petit nombre de gens jusqu'au XXe siècle, mais qu'on confondait donc la dimension matérielle de l'accès et la dimension, pour utiliser un grand mot, existentielle, le pouvoir humain que recèle l'otium, et qui a été parfaitement défini, je crois, par Pierre Bourdieu, qui parle lui-même d'une possibilité anthropologique universelle. Donc il y a cette idée qu'au fond, certes, cette faculté, cette ressource a été faiblement accessible, mais pour autant, elle est un droit, elle est une ressource dont tout être humain devrait bénéficier. Et c'est pour ça que j'ai voulu appeler ce petit essai « L'otium du peuple », pour dire effectivement, certes, ça a été longtemps réservé à un petit nombre, mais comme la santé, comme l'éducation, comme la culture, ces biens ont été très longtemps réservés à un petit nombre. La noblesse de la démocratie, c'est de les donner à tous. Et étrangement, tous les biens ont été donnés au moment de la démocratie, sauf l'otium, sauf en fait la valorisation de ce temps libre intelligent. Alors les choses changent radicalement en 1930, on peut dire. Le Front populaire, en tout cas en France, est un moment fondateur de cette démocratisation des moyens d'accéder à l'otium, c'est-à-dire l'octroi des congés payés, l'octroi d'un temps libre dont une partie, s'il le souhaite, peut être affectée à ce fameux otium, à ce loisir intelligent. Et j'ajoute que c'est un moment d'autant plus emblématique dans l'histoire de l'otium que la création des congés payés, chez leurs auteurs, est extrêmement articulée à un discours très volontariste sur l'utilisation cultivée, entre guillemets, qui peut être faite de ce temps libre octroyé à une population pour laquelle c'est une nouveauté radicale et qui pourrait être tentée d'utiliser l'essentiel de ce temps libre au repos, qui est très légitime, mais aussi au pur divertissement, qui est fourni abondamment par des industries du divertissement qui commencent à se développer. Et il se trouve que dans les années 30, le cinéma populaire connaît un développement extraordinaire. Les auteurs du Front, enfin les responsables politiques du Front populaire développent un discours très volontariste sur les cours du soir, sur l'accès aux musées gratuits, sur le théâtre populaire qui se développe extraordinairement. Donc il y a d'emblée cette idée qu'une partie de ce temps libre doit être utilisé, en tout cas que les ouvriers en aient conscience, que c'est pour eux en fait, qu'ils ont le droit, qu'ils sont légitimes à aller dans les théâtres, à aller dans les musées, pour améliorer peut-être leurs conditions, mais tout simplement pour jouir plus intensément de l'existence, comme c'est le cas de l'otium. Donc il y a une dimension otiomique qui évidemment ne dit pas son nom à l'époque, mais qui je crois est vraiment séminale, pour utiliser un autre grand mot, dans cette première démocratisation du temps libre. Est-ce que vous me suivez sur ce terrain? Absolument, absolument. Les années 36, le Front populaire c'est 1936, ont été très importantes pour les congés payés. Et c'est presque un peu une rupture. On manque de temps pour faire l'histoire de la revendication du temps libre par le mouvement ouvrier. C'est un grand sujet auquel j'avais un peu réfléchi, mais véritablement, il faudrait plus de temps. Si on se situe avant 1914, par exemple, et qu'on voit les revendications des grévistes, il y a eu beaucoup de grèves, bon, voilà, on s'aperçoit que la revendication du temps libre est secondaire. Les ouvriers demandent surtout un meilleur salaire. Voilà. Le taux du salaire, c'est ça qui est au cœur de la revendication. Ceci étant, on voit quand même à la fin du 19e apparaître des revendications sur le temps libre. Il faut voir quelles étaient ces journées à cette époque-là. Les journées pouvaient être des journées de 12 heures. Et dans les années 90, on commence à revendiquer 10 heures, voilà, qu'on ne travaille que 10 heures.
C'était la revendication. Et à la veille de la guerre de 14, on a tout de même un petit peu évolué. C'est la journée de 8 heures. La journée de 8 heures commence à être ce qui est revendiqué. Par exemple, j'ai là A Quest of Time, c'est un des ouvrages qui a été publié sur cette histoire du temps, et il y a une photographie, oui, une reproduction du 1er mai 1919. Alors, on est après la guerre 14-18, les 8 heures. Autrement dit, la revendication des 8 heures, ça commence un petit peu avant la guerre 14, mais c'est après la guerre 14, les années 1918-19, que ça va véritablement s'installer. Voilà. Et que, du coup, on a beaucoup souffert pendant la guerre, on a énormément travaillé. Du coup, la question du temps devient quelque chose de beaucoup plus sensible. Il faut dire aussi qu'il y avait une accélération des rythmes du travail, avec la mécanisation de plus en plus raffinée. Quand on commence à mécaniser, c'est des machines, et puis entre le temps des machines, c'est pas trop rapide tout de même, les ouvriers contrôlent tout ça, mais le travail va être de plus en plus divisé, des gestes qu'on va calculer, les machines deviennent de plus en plus aussi organisées. Alors le travail ne cesse pas, voilà. Tout le monde se souvient du film de Chaplin montrant Charlot au travail, avec les gestes. Tout le monde rit de cela, mais c'est une évocation juste du temps de travail de plus en plus accéléré. Alors, cette densification du travail va fatiguer les corps, rendre le temps de travail impossible. Et à ce moment-là, le mouvement ouvrier dit, mais c'est plus possible, il faut pas seulement revendiquer le salaire, il faut revendiquer du temps. Voilà. Et le temps de travail devient très important. Et les congés payés, jusque-là, on ne demandait même pas de congés payés. Ce n'est pas une revendication. La revendication des congés payés, c'est les années 30 et notamment les années 36. À ce moment-là, on prend conscience du corps, du désir du loisir, du désir du temps libre pour le corps. Et il y a quelque chose qui le rend très sensible, c'est la bicyclette. La bicyclette, sport populaire, va devenir l'emblème même de la revendication du loisir. On fait du loisir pour faire de la bicyclette, pour faire des promenades, pour faire des balades. Et en 1936, le mouvement ouvrier, les ouvriers, revendiquent le droit d'aller à la plage. La plage, qui était surtout bourgeoise, va voir arriver par les congés payés les premiers ouvriers à la plage. Et la bourgeoisie ne le vivait pas toujours bien. Elle disait, oh là là, mais on ne va plus pouvoir être tranquille à la plage, on va voir arriver des ouvriers. Et ça a été un sujet de discussion, de contestation, et le rôle des congés payés a été très très important du point de vue de la généralisation des loisirs et de l'accès à la plage. Alors, c'est intéressant dans cette histoire de voir aujourd'hui qu'au fond, le combat pour le temps de travail, on peut dire, est gagné, puisqu'effectivement, la semaine de 35 heures, les RTT, etc. Mais on voit bien, et c'est apparu particulièrement pendant le Covid, que en dépit de cette faiblesse de nombre d'heures travaillées au regard de l'histoire, au fond, effectivement, jamais dans l'histoire humaine, le temps de travail pour autant de gens n'a été finalement réduit à cette quantité. C'est moins le temps de travail qui est l'objet de la revendication que plutôt la charge mentale qui est devenue la préoccupation d'une époque où
la numérisation, qui apparaît évidemment comme une énorme facilité, comme une façon de multiplier les interactions et de faciliter notamment le travail, notre vie quotidienne, mais aussi le travail. Cette numérisation, cette ubiquité forcée en quelque sorte, commence à se retourner contre en fait l'équilibre mental des salariés. Alors, c'est apparu de façon très spectaculaire pendant le Covid, où la plupart des interactions professionnelles étaient numérisées, et c'était heureux parce que la société a pu continuer grâce à ça. Mais c'était le moment aussi de tous les abus, de tous les excès, où précisément l'absence de séparation physique entre le domicile et le travail permettait l'absence de séparation temporelle entre le temps de travail et le temps privé. Et on a vu des situations de gens qui tombaient en burn-out parce qu'ils étaient en permanence dans le cycle de travail. Donc, il y a eu, après le Covid, des revendications, notamment chez les jeunes générations, la jeune génération, d'un temps de travail qui soit des conditions de travail qui soient soucieuses de cet équilibre à respecter. C'est là que sont nés les droits à la déconnexion, qui sont devenus même d'ordre légal, puisqu'il existe un droit à la déconnexion, et un souci pour un temps même au sein du temps travaillé, qui soit respectueux de l'équilibre mental, au fond, et de ce qui peut apparaître comme un rapport un peu osiomique au réel, c'est-à-dire un rapport qui, même dans le champ intéressé du travail, soit respectueux de la pensée, du rythme de la pensée, du temps qu'il faut pour appréhender les choses, pour appréhender des données, pour appréhender des exigences, et les restituer dans un temps aussi qui soit respectueux du fonctionnement humain. Et ça paraît élémentaire et ça paraît des demandes élémentaires. Et pour autant, avec l'accélération et notamment l'accélération des messages, la capacité d'être contacté en permanence et de contacter soi-même en permanence, eh bien, il y a des situations de perte d'équilibre et de contrôle qui sont devenues quelque part aujourd'hui les vrais enjeux de la revendication d'un travail humain. Oui, alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire. Il y a cette densification du travail qui a tellement changé en intensité que nécessairement, il faut réduire la durée du travail parce qu'autrement, il y a cette submersion mentale dont vous parlez et qu'on a expérimenté particulièrement pendant la période de Covid. Il y a une autre chose qui est importante, c'est l'envahissement du travail dans la maison, dans le logement. Au fond, l'idée de l'espace, voilà. L'espace, c'est très, très important. Dans quel espace travaille-t-on? Est-ce qu'on travaille tout le temps, même chez soi? Ce qui est apparu comme quelque chose qu'on gagnait, on est chez soi, on n'a pas de déplacement à faire, après tout, on peut travailler chez soi, c'est souvent, pas toujours, révélé comme dangereux. Parce que du coup, il n'y avait plus de séparation entre le lieu de travail et le domicile. Et le travail nous envahit complètement, nous submerge, est-ce qu'il y a des frontières, etc. Ça, c'est quelque chose, en effet, qui demande beaucoup, beaucoup de réflexion. Ce qui est apparu comme un gain, c'est souvent retourné comme une difficulté, enfin un poids très lourd. Et là où peut-être l'osium peut être une ressource pour réfléchir à cette évolution, et pour essayer justement de développer des alternatives, j'y ai été sensibilisé finalement à un moment où j'ai été conduit à rédiger ce livre, qui était les rencontres de Blois en 2021, qui portait sur le travail. Et on m'a invité à faire une communication sur l'osium, ce qui était un peu malicieux de la part des autorités des rendez-vous de Blois. Mais ça a été un moment justement de prise de conscience combien ce mode d'être, ce mode de réflexion et sa dimension existentielle pouvait être aussi importé dans le champ du travail comme une façon de résister au fond à tous ces abus. Et je l'ai mesuré aussi parce que j'ai été contacté notamment par des cabinets des cabinets de conseil en entreprise qui
ont jugé que ce concept pouvait être intéressant dans la réflexion que les entreprises menaient justement pour développer des rapports au travail qui étaient plus humains, en quelque sorte. Et ça m'a énormément surpris moi-même, parce que par définition, le SIOM s'oppose au négoce, et l'entreprise, a priori, a vocation exclusive au négoce. Mais elle a vocation aussi à soigner, enfin, à conserver ses salariés dans un état de santé qui leur permette de continuer à remplir leur contrat. Et donc, concrètement, qu'est-ce que le SIOM pourrait faire dans une entreprise? C'est identifier des moments dans une semaine, d'1 heure, 2 heures, qui sont donnés aux salariés et dans lesquels ils peuvent se livrer à le SIOM, entre guillemets, comme ils le comprennent, c'est-à-dire ça peut être des moments de lecture, des moments d'échange, de conversation, des moments de culture au musée, donc qui n'ont pas forcément de lien avec leur emploi, mais qui se passent dans le temps où ils sont rémunérés. Et cela ayant pour objectif de leur permettre de décélérer un peu, de retrouver un peu, de se poser, de souffler et de valoriser pour eux-mêmes ces moments ossiomiques, entre guillemets, qu'ils ne valorisent peut-être pas assez non plus dans leur temps libre. Donc il y a une espèce de... L'entreprise est comme en situation de développer un mode d'être dont l'absence totale finit par nuire à tout le monde, en quelque sorte. Et saisissant son rôle social, eh bien, elle prend les choses à bras-le-corps et elle se saisit de cette ressource, finalement. C'est tout à fait intéressant de voir la réflexion des entreprises à cet égard. C'est parfaitement légitime. Il y a sûrement beaucoup de choses à en tirer. Le seul risque, et ça demande beaucoup de discussions et de réflexion, c'est que le temps libre cesse d'être libre. C'est que finalement, l'idée qu'il faut donner du temps libre, et ce temps libre, il faut qu'il soit utile, cultivé, donc on va proposer des choses, pourquoi pas, après tout, mais à condition que les salariés demeurent maîtres de cela aussi. Autrement, si à nouveau on les considère comme des mineurs, des petits jeunes auxquels il faut absolument donner de la culture, donner ceci, donner cela, ça risque d'être un nouveau devoir. Et ça veut dire aussi que la réflexion, qu'est-ce que c'est que le temps libre? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que le temps libre est un temps non utilisé pour le travail, y compris dans les lieux de travail, pour offrir aux salariés des choses utiles? Après tout, pourquoi pas? Peut-être qu'ils peuvent en profiter. Mais ou est-ce que c'est un temps dont seul le salarié est juge? C'est-à-dire, après tout, s'il veut rien faire, s'il veut dormir, s'il veut faire des bêtises, pas trop de bêtises, s'il veut ceci, s'il veut cela. La notion de temps libre, qu'est-ce que c'est, en définitive? Je ne sais pas d'ailleurs ce que vous en pensez. Non, mais effectivement, l'entreprise, a priori, peut, en dépit de ses bonnes intentions, peut avoir un effet contre-productif. Donc, moi, je pense que le vrai lieu, l'institution majeure pour transmettre le goût de l'OSIOM, c'est l'école, évidemment. C'est à l'école qu'il faut donner le sentiment que ce temps libre, il doit servir au repos, évidemment, il doit servir au divertissement qui a sa légitimité, mais il doit quand même être utilisé à évoluer, à accroître son discernement, parce que le discernement n'est pas facultatif dans l'existence, et que si on ne développe pas sa conscience, sa compréhension des choses, on sera pensé par les autres, on sera pensé par des préjugés qui ne sont pas de vous, et on sera contrôlé par des institutions, des instances qui ne vous veulent pas forcément du bien, comme c'est le cas du marché, du temps libre aujourd'hui. Donc cette idée que, effectivement, il est de la responsabilité de chacun d'utiliser une part de son temps libre pour évoluer, pour accroître ce discernement, c'est peut-être ça le message que l'école peut transmettre à un âge où elle peut le faire sans trop de contraintes, en fait, en donnant l'idée que ce cadeau qu'on se fait à soi-même, il peut être aussi un plaisir, peut être une joie, il peut être articulé à la curiosité, à la découverte, et finalement, c'est dans le plus jeune âge, je pense qu'on peut acquérir l'OSIOM sans douleur, en quelque sorte, comme une sorte de cheminement qui va de pair avec l'éveil à la vie, avec l'acquisition des instruments de la connaissance. Et
pour qu'à un moment donné, ça devienne presque une chose naturelle et qu'on n'est pas en train de se demander, tiens, là, je fais de l'osium, là, je fais du divertissement. Non, on est tout le temps, finalement, dans une situation où chaque chose de l'existence est une leçon, est un plaisir, une curiosité et accroît l'ouverture qu'on peut en avoir. On pourrait appliquer ou développer votre réflexion, par exemple, à propos de la lecture. Hein. L'école, en effet, nous entendons l'école au sens très large du terme, devrait donner ce goût de la lecture, qui est au milieu de toutes les formes possibles de loisirs. Hein. Alors là, ça aussi, c'est une parenthèse dans ce que je dis. Il y a une grande diversification des formes de loisirs. Dans les années 1900, la lecture était quand même tout à fait privilégiée. Le livre était quelque chose d'essentiel. Évidemment, avec le cinéma, avec les images, avec le sport, ça s'est énormément diversifié. Et la lecture n'est plus la seule chose. Mais le livre est tout de même encore un instrument de transmission tout à fait essentiel. Alors, l'école réussie est tout de même celle qui devrait donner le goût de la lecture. Et là, on revient un petit peu en arrière à la différence des sexes. On observe une grande différence des sexes. Aujourd'hui, je vais dire, les femmes qui ont été, comme on l'a dit tout à l'heure, si longtemps tenues plutôt à l'écart des instruments de savoir, sont plutôt celles qui lisent davantage. Aujourd'hui, il y a une différence des sexes. Les femmes lisent plus que les hommes. Pour beaucoup d'hommes, aujourd'hui, le livre, c'est plus ça qui est important. Et j'allais dire, les consommatrices, les clientes, si l'on veut, des bibliothèques et des cabinets de lecture, quand ils existent encore, ce sont des femmes, la plupart du temps. Donc, voilà, bon, c'était un commentaire dans votre sillage. Merci Michel. Est-ce qu'il y a des questions sur ce chapitre? Après, on avance. Oui, sur cette idée que les femmes, finalement, sont celles qui lisent le plus et qui occupent le plus de place, finalement, dans les institutions de transmission, dans les écoles, dans les institutions de culture, sont peut-être liées à cette idée que, comme elles sont dans la nécessité vitale, qu'elles sont souvent des mères, qu'elles ont souvent l'obligation d'utiliser au mieux leur temps, elles sont celles aussi qui savent qu'une partie de ce temps doit être consacrée à la vie de ce qu'on peut appeler la vie de l'esprit, au fond. La réflexion, la pensée, justement pour acquérir ce fameux discernement, pour simplement savoir comment agir, se comporter, avec les enfants notamment, parce que là, le comportement a une valeur, a une importance, une conséquence sur la vie d'autrui qui est absolument considérable. Donc peut-être sont-elles plus sensibles à cette singularité, à cette délicatesse qui est au cœur de la transmission et de la culture, et qui en font peut-être aujourd'hui les représentantes par essence de l'osium. Ben, espérons. Espérons qu'elles peuvent en effet désirer, concevoir cela et transmettre. Et redonner peut-être aussi le goût de la lecture. Il y a une opération que j'évoque souvent et qui me plaît beaucoup, c'est la demi-heure de lecture que les écoles, les collèges ont développée depuis quelques années, et qui consiste à imposer, alors ça va être un peu radical, mais à tout l'établissement, une demi-heure de lecture, c'est-à-dire les élèves évidemment, mais les professeurs, mais aussi le personnel administratif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout le monde lit. Donc l'école, le collège se transforme en une espèce de monastère entièrement dédié à la lecture, et pour donner le goût aussi d'une activité qui n'est pas calculée. C'est peut-être ça le grand problème de l'école et sa dimension un peu anti-ossiomique, c'est que finalement le rapport au savoir est très instrumentalisé. Il est très lié à la performance, à l'accumulation des points. Et je veux dire, moi, ça m'étonne beaucoup. Vous savez, je suis belge. Je viens d'un système scolaire qui est assez proche finalement du système français, sauf cet aspect qui m'a beaucoup choqué, évidemment, quand j'en ai eu connaissance, cette idée que dans chaque discipline, les élèves sont classés par leur niveau d'excellence. Il y a une espèce de maladie de la méritocratie qui paraît très normale ici, mais qui, au fond, d'un point de vue psychologique,
développent dès le plus jeune âge un rapport utilitaire à la connaissance qui est extrêmement délétère. Parce que le vrai rapport à la connaissance, il doit être désintéressé. La vraie curiosité, elle est rassasiée quand on ne cherche pas un intérêt, un calcul, et qu'on s'ouvre à la curiosité, qu'on est dans une sérendipité parfaite. Or là, on apprend pour avoir des points, pour gagner des positions, pour avoir un diplôme. Donc, d'emblée, on développe un rapport presque malade à la connaissance. Et je me dis que cette demi-heure de lecture, qui est totalement gratuite, qui réconcilie au plaisir de la connaissance par la décision qu'on fait de lire ce qu'on veut et d'en faire ce que l'on en veut. C'est-à-dire qu'après, on peut en discuter ou pas. Et donc, on rompt un peu avec cette atmosphère tellement négotiomique, finalement, qu'a développée l'école française. Mais là, peut-être je vais vous choquer. Non, pas du tout. Mais vous dites qu'en Belgique, c'est plus, on compte les points comme ça. Le système belge vous paraît plus. C'est-à-dire que non, il y a aussi des points, mais je dirais qu'il n'y a pas dans le quotidien de la vie scolaire ce sentiment qu'il faut obtenir la meilleure place dans une matière. On sait qu'il y a des très bons élèves, d'autres en général, mais qu'il l'idée qu'en maths, en français, en géographie, il y a une espèce de classement et qu'il y a une sorte d'encouragement de la compétition parce qu'il y a cet esprit méritocratique et que… En France, c'est comme ça, hein? Oui, c'est comme ça en France. Voilà. Non, je veux dire, mais en Belgique, ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça, c'est ça. D'accord. C'est pour ça que, en arrivant ici, j'ai été assez choqué de ce rapport un peu utilitaire au savoir qui crée finalement, qui nous ôte ce rapport de désintéressement qui est le vrai plaisir de la connaissance et de ce rapport existentiel finalement qu'on peut avoir au savoir. Bah, vive la Belgique. Bon, voilà, je ne disais pas ça pour ça, mais je me dis que ça pourrait inspirer finalement, ça pourrait peut-être aider l'école à réduire cette pression que l'on met sur la compétition au point, etc. Oui, tout à fait. Voilà. Donc sur ce point-là, toujours pas de réaction, non vous êtes d'accord avec cette idée que vous avez été très malheureux avec un système qui vous a imposé la compétition? Bon, venons-en à ce troisième chapitre qui est particulièrement délicat et qui est empreint de poésie. Parce que finalement, cette chambre pour laquelle vous avez livré ce livre absolument magnifique, qui est une sorte de plongée dans l'histoire des idées, dans l'histoire de la liberté humaine, en prenant ce biais si étrange et en même temps si quotidien, si présent dans nos vies, qui est cette chambre dans laquelle on fait tellement de choses. Je l'évoque dans la dernière partie de l'Osium du peuple, dans la partie où j'essaie de donner un mode d'emploi au fond. Et souvent, on me dit, mais votre Osium, on a compris ce que c'est, mais comment faire, comment agir? Et je prends cette métaphore un peu spatiale en disant, au fond, ce moment, cette heure d'Osium, c'est un peu comme une pièce, c'est un peu comme une chambre dans laquelle on rentre et dont on ferme les portes et où on décide de faire ce que l'on veut. Voilà, c'est la première exigence de la rentrée dans un moment d'Osium, c'est décider de faire ce que l'on veut, mais en dehors du regard des autres et sans devoir justifier vis-à-vis des autres. Donc voilà, ça, cet aspect-là de la chambre, elle me paraît particulièrement emblématique de ce que peut être finalement le sens de l'Osium, en fait. Et vous dites dans votre livre, à un moment donné, la chambre est par excellence le lieu de la pensée. Alors là, j'ai dit, on peut pas mieux dire, effectivement. La chambre, c'est le laboratoire du soi, en fait. C'est le lieu idéal où on peut matérialiser les conditions premières de l'Osium. C'est le lieu où on peut exprimer aussi un désir d'intimité, d'être seul avec soi-même. Et c'est là qu'on peut prendre conscience, au fond, qu'on est un soi, qu'on n'est pas seulement le membre d'une famille, un élément dans un ensemble social, mais qu'on a une individualité qui se mesure dans le silence de cette pièce dont on peut fermer les portes. Donc c'est un lieu physique, mais c'est aussi un lieu mental. Et j'aime beaucoup l'évocation que vous faites du double sens du mot room en anglais, qui évidemment désigne la pièce, mais qui désigne aussi l'espace mental. Avoir un room, c'est penser à quelqu'un, c'est un espace qu'on peut réserver à un certain type de pensée. Et ça nous amène évidemment à Virginia Woolf,
la chambre à soi, c'est la chambre de Jacob, qui les renvoie à ces deux sens, mais c'est aussi la chambre à soi, ce qui nous relie évidemment aux femmes. Donc, vous voyez, on ne les quitte jamais, c'est-à-dire ces femmes qui, revendiquant une pièce à elles, revendiquent la possibilité d'un lieu où faire ce qu'elles veulent. Et pour Virginia Woolf, c'est faire ce qu'on veut, c'est écrire, c'est-à-dire développer un osium qui passe par l'écriture, la pensée sur soi-même et une œuvre qui est ensuite livrée au lecteur. Donc, est-ce que pour vous, la chambre pourrait correspondre à cette spatialisation presque parfaite de l'osium? Oui, tout à fait. J'avais toujours été frappé au cours des études d'histoire, tout ce que vous voudrez, de l'importance de l'espace. Hein. Le temps, c'est aussi de l'espace, c'est des usages de l'espace. Alors évidemment, il y a toutes sortes d'espaces et presque chaque espace peut être historicisé. On peut faire l'histoire des cafés, on peut faire l'histoire des théâtres, etc. Mais les maisons, les appartements, comment ça évolue, quelle place, comment ils sont organisés, quelle place faite au salon, à la cuisine, évidemment à la chambre. Et on s'aperçoit que l'usage d'une chambre, c'est d'abord une pièce pour dormir. Hein. C'est ça d'abord, c'est l'idée d'avoir un lieu pour le sommeil, pour la nuit. Hein. On pense que c'est universel, ça ne l'est pas. En fait, c'est très occidental. C'est très occidental. Les Japonais, enfin, maintenant c'est peut-être différent, mais en période classique ou plus ancienne, ne pensaient pas ça, ne pensaient pas comme ça. De même en Afrique, l'usage de l'espace. Enfin bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et donc, j'ai voulu suivre un petit peu la généalogie de la chambre. Comment est né le désir d'avoir une chambre pour dormir? Et à partir du moment où ces chambres ont existé, quel usage on en a fait? Quel est le rapport, alors là, que vous venez d'évoquer, des hommes et des femmes à la chambre? Puis il y a toutes sortes de chambres. Hein. La chambre d'enfant, c'est passionnant l'histoire de la chambre d'enfant. À partir de quand est-ce que on donne une chambre à l'enfant pour lui, hein, et comment on l'organise, etc. La chambre conjugale, évidemment. Hein. Et la chambre des femmes. Alors, vous avez dit à juste titre que c'est surtout les femmes qui ont insisté sur l'importance de la chambre à soi. Pourquoi? Parce que l'appartement, la maison, c'était des espaces indifférents, enfin, avec des tas de pièces différentes, mais où elles avaient des rôles au travail. Et les hommes avaient un bureau. Et pendant longtemps, les femmes n'ont pas de bureau. Par conséquent, si elles veulent avoir un espace à elles, c'est plutôt la chambre, dans la chambre, où elles vont peut-être mettre un petit espace à écrire, un lieu pour elles. Voilà. Donc, il y a toute une histoire, il y a toute une généalogie de la chambre qui, avec cet usage des femmes, devient en effet possiblement un lieu de loisirs, de réflexion, de pensée, de repos, beaucoup de choses en définitive, autour de la chambre. Alors, un lieu de l'osium. Un lieu de l'osium, les femmes nous ouvrent la voie, et presque une contemporaine, Virginia Woolf a été contemporaine de quelqu'un, d'un écrivain majeur, qui fait de sa chambre le lieu même de la création, une sorte de laboratoire du soi, et qui invente une littérature du soi qui est peut-être la littérature de l'osium par excellence, une littérature qui réfléchit sur le sens qu'un individu libre peut donner au monde et les valeurs qu'il y met. C'est Proust, évidemment, Proust, qui fait de sa chambre, qui fait de son lit une sorte de laboratoire existentiel et qui en fait un espace où réfléchir toute son expérience et tout son monde. Donc, effectivement, Proust nous permet de mettre le doigt sur une dimension que vous évoquez dans l'ouverture de votre livre, sur la sacralité de la chambre. Alors, Proust en fait une sacralité privée qui va devenir universelle, puisque La recherche du temps perdu est le livre majeur de cet osium, de cette pensée pour soi-même. Mais votre ouverture
comme à l'opéra, finalement, on se croirait dans un film de Visconti. Vous ouvrez sur la chambre du roi, évidemment. La chambre du roi qui est, avec la geste de la monarchie française, qui est métamorphosée en un lieu sacré. Vous dites que le choix de l'Escurial, par exemple, c'est de mettre la chapelle au centre de l'ensemble du palais. En France, à Versailles, c'est la chambre du roi qui est l'occasion de transformer le corps du roi en un objet sacré, au fond. Et donc, est-ce que cette sacralisation peut nous inspirer, nous, personnes privées? Je dirais que oui. Si je devais définir et revenir finalement à la définition de l'osium, en poursuivant cette référence à la chambre et à la sacralité de la chambre, je dirais qu'il y a une décision que nous devons prendre quand nous considérons qu'un moment doit être consacré à notre réflexion, à notre culture, à notre connaissance, à lire un livre. Et cette décision, elle passe par une sorte de sacralisation. L'osium ne peut exister que si nous décidons de le sacraliser, en fait. Et c'est une décision personnelle, c'est une décision laïque, profane. Nous le sacralisons et cette sacralisation peut s'incarner par un rite. Nous rentrons dans une ritualisation de nos œuvres. Et là où ça peut nous aider, au fond, c'est que, même si c'est nous qui décidons de sacraliser les choses, cette sacralisation nous oblige. Et qu'il y a des jours où on n'a pas envie de lire un livre intelligent, on n'a pas envie d'aller voir un film qui nous élèverait. Mais si on a conscience, si on est rentré dans cette idée d'osium, si on a décidé de prendre ce rendez-vous avec soi-même, cette idée de sacralisation peut nous aider parce qu'elle nous dépasse quelque part. Elle est notre décision et il n'y a que nous qui finalement pâtirons de cette désacralisation éventuelle. Mais voilà, c'est cette idée de renouer avec un sacré individuel qui donne qui donne sa valeur à notre soi au fond et à l'énergie qu'on va déployer pour le construire. Voilà, c'est un long raisonnement, mais il me semble que la chambre, le sacré sont autant d'instruments pour nous saisir de cette notion qui reste quand même très vaporeuse, mais qui au fond peut s'approcher dès lors qu'on l'introduit dans notre quotidien, au fond, notamment par ces biais très banals et très trivial de ce qu'est une chambre et du silence et du temps et de la liberté qu'on peut y goûter. Oui, je suis très, très heureuse que vous ayez bien sûr évoqué La recherche du temps perdu, qui est un grand livre, enfin, lisez-le, hein, lisez-le vous qui êtes ici, si vous ne l'avez pas encore lu, vous avez cette chance d'avoir ça devant vous. Je conçois tout à fait, merci, ce que vous dites. Le problème, c'est le comment, et c'est moi qui vais vous poser des questions à ce moment-là, le comment de cette sacralisation. Est-ce que vous employez le mot sacraliser au sens métaphorique, hein, c'est sacré parce que c'est exceptionnel, parce que c'est particulier, parce que c'est privé, etc. Et comment faire et du coup, comment faire? Comment faire? Je dirais que celui qui a le mieux exploré cette dimension, c'est Michel Foucault. Michel Foucault, avec sa grande enquête historique sur le souci de soi, au fond. Oui. Où il revient un peu aux origines de ce qu'il y a de meilleur quand on dispose de l'osium, c'est se soucier de soi. Oui. Alors, c'est ambigu, puisqu'on peut penser, c'est encore une manifestation d'égoïsme. Et en fait, ce que Foucault montre bien, c'est que ce souci de soi, c'est pour les anciens qui peuvent s'y livrer, une construction des instruments de la rationalité, de la pensée rationnelle, de la pensée libre. C'est la construction du fort intérieur, du libre arbitre, du jugement, autant de moyens, d'outils qui, pour les anciens et pour Foucault aussi, ne peuvent absolument pas être considérés comme facultatifs. Donc, tout ça pour dire que on va considérer comme sacré ce moment d'osium quand on aura compris que c'est dans cet osium qu'on pourra construire les instruments qui nous rendent plus intelligents. Dans ce loisir intelligent, il y a cette ressource de l'intelligence qui n'est pas facultative. Et si on s'en abstient,
on s'expose finalement à la servitude. C'est ça, au fond, la leçon de souci de soi de Foucault. Donc, il faut faire cet effort de comprendre d'abord les enjeux pour soi de compréhension, les errances auxquelles on s'expose si on s'en abstient, l'idée que personne finalement va vous contraindre quand on est adulte. Personne va vous contraindre à avoir ce loisir intelligent. Et je dirais même aujourd'hui, toute la société conspire à ce que vous ne soyez pas dans l'osium. Les médias, la publicité, les réseaux sociaux sont ligués d'une façon inimaginable et avec une puissance totalement inédite pour absorber ce temps de cerveau disponible et pour nous rendre absolument dépourvus d'osium, dépourvus d'intelligence, pour nous transformer en des êtres qui sont de purs consommateurs et avec l'intelligence artificielle, des êtres qui seront bientôt d'être totalement passifs. Donc les enjeux qu'il y a derrière ce qui semble être une badinage autour du loisir intelligent sont des enjeux majeurs. Ce sont des enjeux qui sont directement reliés à l'avenir de notre démocratie, parce que pas de citoyenneté éclairée sans ce travail de l'intelligence que doivent faire tous les adultes. Donc la difficulté, c'est comment faire comprendre les enjeux de quelque chose qui a l'air de facultatif en quelque chose qui est en fait sacré au sens humain du terme, c'est-à-dire dont un être humain qui s'en abstient ou qui en est privé va perdre ce qui le rend humain, c'est-à-dire sa capacité de réfléchir librement et de faire un choix et de pouvoir justifier ce choix aux yeux des autres. Donc c'est ça l'enjeu en fait, et c'est ça qui est difficile à faire comprendre. Et ces détours avec la pensée ancienne et peut-être avec Foucault, peut-être qui est le philosophe qui est entendu aujourd'hui, qui est écouté, veut revenir à ce Foucault-là, ce Foucault qui explore le souci de soi et qui en montre l'urgence pour aujourd'hui, est peut-être une façon de faire comprendre cette sacralité. Oui, tout à fait. Foucault est très important. Il me semble qu'il n'a pas tellement réfléchi au problème du temps libre. Il évoque l'osium avec le souci de soi. Il évoque l'osium avec le souci de soi. Oui. Il faut relire. Il fait le lien entre l'osium et le souci de soi. Autrement dit, votre souci, que je partage complètement, c'est au fond l'idée que nous avons du temps libre, ce temps libre est envahi, tout le monde veut l'utiliser, l'envahir, l'en faire servir, et que notre rôle, c'est de défendre notre osium comme un loisir que nous dirigeons, dont nous nous emparons pour en faire ce que nous voulons et pas ce que les autres veulent. Pour nous rendre intelligents au sens le plus large du terme, c'est-à-dire nous faire nous saisir de cette ressource qui est la condition de notre discernement, de notre libre arbitre, et que si nous ne le faisons pas par une décision que nous prenons, bien peu de choses dans notre société va nous y encourager en fait. Et c'est pour ça que, pour revenir finalement à l'origine de notre discussion, la puissance sémantique le pari sémantique de cette démarche, c'est que le mot peut nous permettre de découvrir la chose au fond. Et il peut d'autant plus que il répondra à cette angoisse que nous ressentons tous de ce mouvement de marchandisation totale de nos existences. Et de cette marchandisation, en particulier de ce temps libre qui est absorbé de plus en plus effrontément, radicalement, par les réseaux sociaux et la consommation des écrans. Donc cette idée que l'osium est le moyen de résister au négoce, c'est une expérience que j'ai fait de multiples fois depuis que je travaille sur ce moment. C'était ce moment de sidération chez les gens auxquels j'apprends, au fond, que cet autre nom du marché, ce négoce, est fondé sur la négation de l'osium. Donc, comme si le marché avouait inconsciemment qu'il ne voulait surtout pas de notre osium. C'est finalement la voie ouverte pour que nous en ressaisissions en dépit de ce que voudrait la société. Donc, voilà, il y a une sorte de pari qui fait que cet osium peut nous réconcilier avec cette intelligence qui est une nécessité vitale, en fait. Oui. Merci beaucoup, Jean-Miguel et Michel, pour ce débat très intéressant. Je suis Vincent. Vous avez évoqué la chambre
tout à l'heure de Proust, et puis donc la chambre en général comme lieu dédié au sommeil, dans l'organisation, on va dire, un peu bourgeoise à partir du 19e siècle de la maison dans le monde occidental. Mais vous avez omis la dimension de rêve, en fait, peut-être qui s'attache à cette pièce. Et puisque on évoquait Proust, je me souviens de ce que Jean Cocteau raconte quand il dit qu'il rentrait dans la chambre de Proust, et il dit « Nous rentrions dans la chambre de Marcel dans un nuage de poudre anti-asthmatique », puisque, comme vous savez, il prenait une espèce de poudre qui faisait brûler pour se soigner ses crises d'asthme. Donc, ce nuage de poudre anti-asthmatique, c'est vraiment, alors là, le lieu qui fait de la chambre de Proust un espèce de lieu vraiment dédié à l'imaginaire. Et je me demandais justement s'il n'y a pas là encore peut-être un lien à faire avec le monde des femmes, puisque souvent on a associé l'univers féminin à quelque chose d'ondoyant ou quelque chose de plus nébuleux. Et tu as tout à l'heure employé le mot vaporeux. Alors je ne sais pas si c'était en rapport avec ça, mais et on disait d'ailleurs, n'est-ce pas, que les femmes avaient leur vapeur, n'est-ce pas? Donc après tout, est-ce que puisqu'elles sont d'une constitution plus faible, etc., comme vous nous l'avez dit. Donc, est-ce que il y a là quelque chose aussi est-ce que la pièce de la chambre est forcément un lieu plus féminin qui serait plus dédié comme ça à la création, à l'engendrement, si l'on peut dire, selon vous? Oui, c'est une immense question. C'est une immense question. Non, finalement. La chambre n'est pas spécialement un lieu. Je dis le contraire de ce que j'ai dit tout à l'heure, mais ça, c'est pas grave. Non, la chambre est en effet un lieu de rêve. Ça, c'est très, très important, la dimension du rêve. C'est un lieu pour tous, hein, quel que soit le sexe. Bon, mais il se trouve que les hommes, dans l'histoire, je veux dire, les hommes allant beaucoup à l'extérieur, les femmes restant davantage dans la maison, la chambre a pris quand même pour elles une consistance plus importante, non seulement par l'usage qu'elles en ont, mais par les devoirs qu'elles y ont aussi. Hein, parce que s'il y a un malade, la chambre du malade, c'est souvent les femmes qui vont s'en occuper. S'il y a un enfant, c'est davantage elles qui œuvrent là. Et puis, il y a aussi, alors au fond, les hommes qui ressemblent plus à des femmes, je plaisante évidemment, sont les écrivains. Hein. Pourquoi? Parce que les écrivains ont besoin de l'intérieur, de la concentration, de la solitude, de la table, pour l'écriture. Hein. Donc il y a une espèce de... C'est d'ailleurs très amusant de voir qu'on a si longtemps contesté le rôle d'écrivain des femmes, alors que les écrivains sont au fond très proches des femmes et de l'usage du temps des femmes. Voilà, je vous réponds ça, c'est peut-être pas du tout ce que vous vouliez, mais tant pis. Alors, vous évoquez une dimension qui effectivement est importante, c'est la question de l'imaginaire dans le lien avec l'osium. Et effectivement, on peut penser que quand on parle de loisirs intelligents, il y a tout de suite l'austérité du concept d'intelligence, qui peut faire penser à une démarche purement cartésienne, un peu froide, nécessaire, mais finalement assez austère. On pourrait comprendre que on n'a pas envie de se précipiter dans l'osium. Et c'est une erreur parce qu'effectivement, la dimension de l'imaginaire, la dimension de l'intelligence sensible, de l'intelligence des autres, de l'empathie, est évidemment une part à part entière. Fait partie de ce loisir intelligent. Et au cœur de ce qu'il y a de plus finalement plaisant, agréable, c'est la fréquentation des œuvres, la fréquentation de l'art, évidemment, comme loisir intelligent, au sens où les œuvres d'art sont par définition ce qu'il y a de plus désintéressé, ce qui ne peut jamais être réduit à une utilité, à un calcul, à un négoce, au fond. Et faire l'expérience du dialogue avec une œuvre très tôt, et c'est peut-être le bon antidote pour l'école et pour son rapport utilitaire au savoir. L'éducation artistique est une façon d'habituer la jeune conscience à un esprit d'osium, en quelque sorte, à cette idée que
passer une demi-heure devant un tableau, Ouais. passer 1 heure dans un concert ne doit pas être justifié, est une justification en elle-même. Il peut très bien ne rien en ressortir, on peut très bien l'oublier dans la seconde, mais ça peut changer la vie. Une rencontre avec une œuvre puissante peut déclencher des espaces en vous, peut déclencher ces espaces mentaux qu'on évoquait tout à l'heure, qui sont comme des pièces en soi, et plus jeunes on les déploie, plus précieux ils seront, parce qu'on pourra toujours les occuper à l'âge adulte. Ce sont des espaces à soi où on aura fait l'expérience du désintéressement et on aura pu accueillir des pensées qui vous augmentent et faire des rencontres avec des êtres ou des cultures tellement éloignées de soi, mais qui vous sont très familières au fond, parce qu'elles résonnent avec ce qu'il y a de plus humain. Donc l'art, évidemment, comme manifestation la plus précieuse de ce que peut être un moment d'osium, évidemment, c'est là-dessus que j'insisterai. Oui, oui, tout à fait. Mais alors, justement, quand vous parliez d'art, moi, je pensais tableau. Voilà. Je pensais, en effet, le plaisir de découvrir des tableaux dans une exposition. Est-ce que, à nouveau, je vous pose une question, à l'heure actuelle, les œuvres d'art sont davantage, pas toujours, des installations, hein, davantage, bien davantage. Et vous, personnellement, et peut-être le public, comment vous usez de ces œuvres d'art-là? Ah, vous voulez me faire parler d'art contemporain? Attention, parce qu'il y a dans la salle des gens très, très, très au point sur le sujet. J'espère qu'ils vont répondre. Oui. Je dirais que ce qui compte, c'est de pouvoir être disponible à toutes sortes de sollicitations dans le champ de l'émotion esthétique. Alors très longtemps, effectivement, ça a été plutôt la peinture, la sculpture, la musique, qui ont été les ressources premières. Il se trouve que depuis le milieu du XXe siècle, effectivement, l'art explore tous les espaces, est devenu conceptuel aussi. Et je dirais que le critère, c'est l'émotion que cela peut donner. Et aussi peut-être, oui, cette possibilité de penser les choses, de déplacer un peu les frontières de ces certitudes. Et on peut dire qu'aujourd'hui, une grande partie de l'art contemporain est un art conceptuel, entre guillemets, parce qu'il vise d'abord à travailler nos représentations, nos pensées, que souvent la matérialisation plastique de ces démarches est un peu défrisante, pour le dire avec un terme qui évidemment ne comble pas les attentes qu'on peut avoir avec des expectatives esthétiques classiques. Donc, en fait, je dirais que c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il faut pouvoir écouter aussi sa disponibilité et la diversité des jours où on est disponible ou pas. Et il y a des jours où on est plus ouvert à peut-être une manifestation très classique, à un tableau de Delacroix ou un film de Visconti. Et puis d'autres jours, on est prêt finalement à s'embarquer dans des choses qui sont très déconstruites, qui sont un peu blessantes, urticantes, mais dont on sait qu'on est disposé à en tirer la leçon quelque part. Je pense que là aussi, il faut se faire confiance et ne pas une fois qu'on est rentré dans cette idée de sacralité de l'osium, il faut pouvoir aussi désacrer les choses et pouvoir envoyer le sacré aux orties quand ça nous chante. Il y a peut-être des gens qui ont envie de parler là-dessus. Ils se dérobent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être en ligne, oui. Pardon. Oui, si. Une question d'Élodie qui nous écoute en live et qui est directement adressée à Michel Perrault. Quels enseignements pourriez-vous partager au regard de votre riche expérience pour aider les femmes d'aujourd'hui et de demain à trouver l'espace pour mieux faire entendre leur voix et leurs pensées? Oui, des bois. Oui, répétez la question, j'étais un peu inattentif. Oui. Comme c'était adressé à Michel, je me suis mis en pause. Quels enseignements pourriez-vous partager au regard de votre riche expérience pour aider les femmes d'aujourd'hui et de demain à trouver l'espace pour mieux faire entendre leur voix et leurs pensées? Vaste programme. Oui, c'est une question difficile.
c'est une question difficile. J'aurais tendance à dire qu'est-ce qui est aujourd'hui encore interdit aux femmes ou difficile pour les femmes. Quels sont encore les obstacles qu'elles ont, voilà, hein, pour réaliser une égalité qui me paraît importante. Deuxièmement, est-ce que les femmes ont des besoins spécifiques du point de vue des espaces, par exemple? Peut-être. Je pense que les femmes veulent tout. Hein. Elles veulent les espaces qu'elles n'ont pas, et ça, elles veulent les conquérir, et les temps qu'elles n'ont pas. Je pense par ailleurs qu'il faut peut-être se poser surtout le problème des milieux défavorisés. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire le temps dans un milieu où une femme travaille, où elle a des enfants, où elle vit, où elle a beaucoup de trajets pour aller de sa maison à son travail? Qu'est-ce qu'elle veut, elle, hein, et qu'est-ce qu'elle a envie de dire? Qu'est-ce qu'elle revendique? Autrement dit, mon regard serait peut-être plus social, là. Hein, parce que j'ai conscience que nous développons des pensées intéressantes, hein, et des désirs normaux, mais que beaucoup de femmes, peut-être la majorité des femmes, vivent dans un espèce de combat perpétuel avec le temps, hein, et qu'elles courent tout le temps. Voilà, elles courent après le temps. Hein. Donc c'est à elles que je pense. Et qu'est-ce qu'elles veulent, elles? Qu'est-ce qu'elles demandent? Oui, tout à l'heure, vous avez parlé de l'école, parce que l'océan ne pouvait pas s'apprendre à l'école. Moi, je me souviens, dans ma jeunesse, il y a eu un temps, à un moment donné, où on consacrait 10% du temps scolaire, était consacré, on pouvait faire ce qu'on voulait, en fait. Le scolaire pouvait choisir telle matière ou telle autre, en fait, mais ça a duré quelques années, mais ça n'a pas suivi, parce qu'en fin de compte, pour gérer ça, c'était pas évident, quoi. Il y a eu un problème de gestion un petit peu de ce temps libre, oui, qui était consacré au scolaire. Je suis très sensible à ce que dit monsieur, parce que j'ai l'impression que il y a une espèce de contradiction dans notre société quand même. Hein. Si l'on considère tout ce que je vous ai raconté au début sur la longueur des journées, incroyable d'avant, et le temps donné au travail maintenant qui est moindre. Hein. Et d'un autre côté, à cause de ces injonctions de consommation, de chemin à prendre, etc., on a l'impression qu'on a de moins en moins de temps libre. Et qu'effectivement, l'idée de l'école buissonnière, etc., toutes ces choses qui existaient encore il y a, mettons, 30 ans ou un peu plus, n'existent plus guère. On a l'impression que le temps est bourré, hein, un petit peu quand même. Et s'agissant de l'école, effectivement, l'école, elle est à l'image de l'époque, c'est-à-dire qu'elle est soumise à une injonction de rentabilité et d'utilité qui lui fait perdre finalement sa mission première, qui est de transmettre des savoirs, mais aussi de former des consciences, notamment par un usage d'une certaine liberté du temps et une fréquentation de connaissances, de savoirs qui ne sont pas utilitaires. D'où le combat que j'ai mené pendant longtemps pour l'éducation artistique, qui est peut-être le dernier espace dans l'espace scolaire où on peut accoutumer à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire des savoirs qui n'ont pas d'utilité, qui ne sont pas calculables, le rapport à la connaissance artistique, l'émotion devant une œuvre, la sortie au musée, toutes choses auxquelles l'école a progressivement renoncé et qui étaient avant des espaces pour, je vais utiliser un gros mot, pour l'éducation humaniste, c'est-à-dire l'éducation de l'individu, de sa conscience,
de ses compétences d'être humain, c'est-à-dire de sa capacité de réfléchir, d'écouter, de penser avec les autres, de s'émerveiller. Tout ce qu'on peut faire, par exemple, dans une sortie dans un musée, devant un tableau, les gens, les élèves s'émerveillent, évoquent leurs sensations avec leurs camarades, s'écoutent, mobilisent une quantité de compétences humaines qui sont justifiées, qui sont suscitées par la délectation artistique, mais qui sont des choses qui vont les accompagner tout le reste de leur vie. Donc cet aspect-là, je pense qu'elle est liée à une approche trop utilitaire de l'école. Peut-être on devrait un peu desserrer les taux, réintroduire des temps un peu plus libres où les professeurs peuvent un peu décider de ce qu'ils vont faire et rompre peut-être avec cet esprit de compétition qui crée ce rapport un peu de malaise à la connaissance, qui fait que ça crée un ensemble, qui fait que les individus qui sortent de l'école ne sont pas préparés à cette violence du monde actuel où la moindre parcelle de temps va être absorbée par des quantités d'occasions. Juste pour revenir sur cette question de la capture de l'attention, en fait. Est-ce que on peut, vous, avec votre recul historique et votre cheminement dans le siècle passé jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez nous donner votre sentiment sur cette capture de l'attention qui est à la fois due, on l'a vu, au caractère très utilitaire de l'éducation, mais aussi à la montée très forte de la société de consommation, du marketing, aux nouvelles technologies de l'information, le téléphone portable, toutes ces questions qui sont tellement importantes aujourd'hui, qui font qu'on est moins libre ou qu'on perd cette liberté de choix de ce qu'on écoute, de ce qu'on voit. Et puis, il y a aussi une dimension liée et alors je ne sais pas si c'est un phénomène vraiment contemporain, mais il a toujours existé, mais est-ce qu'il est très fort? C'est celui du ressentiment qui fait que peut-être, quand on est dans le ressentiment, on voit la crise de la démocratie liée à cette montée du ressentiment d'une grande partie de la population. On est moins libre, on a une attention qui est moins ouverte quand on est dans le ressentiment. Et donc, est-ce que on peut, avec votre recul, avoir votre sentiment sur ces facteurs qui limitent beaucoup plus ou pas aujourd'hui la liberté d'attention, en fait? J'ai l'impression, je vais revenir un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure, d'une société très contradictoire, hein, où théoriquement on travaille moins, les heures sont plus limitées, les gens ont acquis la réduction des heures, les congés payés, il y a des ponts, enfin, voilà. Donc, on a le sentiment d'être plus libre et, en définitive, non. Voilà. Mais là c'est justement tout le problème que vous posez, Jean-Miguel. C'est que ce temps libre ne nous appartient pas, en définitive. Et on est complètement submergé par la société de consommation, effectivement, ce qu'on doit être, ce qu'on doit consommer, là où il faut aller, des injonctions qui font que les écrans, qui sont évidemment très présents et dont on devient un petit peu esclave quand même. C'est vrai que la tentation d'aller regarder la télé, de regarder telle émission, ça remplit terriblement. Et je pense que c'est un petit peu oui, le ressentiment, en tout cas, une partie du ressentiment vient de cette situation. Maintenant, à propos du ressentiment que vous évoquez, est-ce que vous pensez, j'en sais rien, moi, dans le fond, est-ce que l'idée du ressentiment, est-ce que c'est plus fort aujourd'hui que ça ne l'était autrefois? Ça, j'avoue que je n'en sais rien. Le ressentiment est peut-être aujourd'hui plus individuel. Hein. Toute personne se voit dans une société où il faut avoir, où il faut paraître, où il faut, etc. Et
elle compare toujours chacun d'entre nous compare son chemin aux autres. C'est l'origine du ressentiment. Hein. On ne se sent pas comme les autres. Autrefois, c'était peut-être plus collectif, c'est-à-dire social. Hein. Par exemple, quand il y a eu un mouvement ouvrier qui n'existe plus guère aujourd'hui, hein, un mouvement ouvrier très fort, avec des revendications collectives, c'était moins du ressentiment que de la contestation, peut-être. Hein. Il y a une espèce d'individualisation du ressentiment comme un sentiment personnel de moi au milieu de la multitude des autres. Et peut-être c'est générateur de solitude, du sentiment de solitude. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que il y a cette généralisation du ressentiment et je dirais plus gravement peut-être une valorisation dans l'espace public du ressentiment comme quelque chose qui est acceptable, qui est valable, qui a une légitimité. Et vous évoquez les grands combats ouvriers. Effectivement, ce n'était pas le ressentiment qui dominait, c'était des revendications factuelles. Oui. Donc là, on peut toucher du doigt la grande opposition finalement qu'a pointé la philosophie dès les premiers âges. C'est la balance entre les passions et la raison. Le ressentiment, c'est une passion triste. Mais c'est une passion, et en plus, c'est une passion, c'est-à-dire qu'elle nous ôte, elle nous empêche d'être sur le terrain de la raison. Elle nous empêche de réfléchir, de prendre du temps, de peser le pour et le contre, de faire la part des choses de notre égoïsme ou notre individualisme altéré, et ce que la société nous apporte réellement, les conforts qu'elle nous apporte, et la vie désirable que nous vivons aujourd'hui en comparaison de ce qu'ont vécu même simplement nos prédécesseurs il y a 20 ou 30 ans. Donc il y a cette espèce d'aveuglement des passions qui d'ailleurs donne au débat public actuel une allure extrêmement guerrière. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, ce ne sont pas des arguments factuels, ce n'est pas la rationalité qui domine, c'est simplement le règne de l'émotion. Les gens font part de leur émotion et l'émotion est devenue un élément tout à fait légitime qui a le même poids qu'une réflexion rationnelle. L'émotion, dire son émotion, dire sa colère, c'est aussi légitime que d'avancer un argument factuel. Mais le problème, c'est que si on en est arrivé là, c'est qu'on a accepté l'idée que, au fond, on revient à ce qui précède la philosophie, on revient à l'arbitraire, on revient au droit du plus fort. Parce que qu'est-ce que c'est la possibilité d'exprimer son émotion dans un débat public? C'est simplement celui qui gueule le plus fort, en fait. C'est-à-dire celui qui affirme sa force et qui réduit au silence l'autre qui aurait peut-être des arguments rationnels à évoquer. Non, c'est la colère qui domine, donc c'est celui qui est plus fort, en fait. Donc on revient à l'état philosophique, c'est-à-dire à l'état où ce qui dominait la vie, c'était les religions, la tradition, le rapport de force, tout ce qui ne s'explique pas, tout ce qui n'est pas la rationalité. Alors ça paraît un peu étrange de manipuler des objets aussi massifs, mais je pense que nous en sommes là, nous avons perdu le sens élémentaire de ce qu'est la quête rationnelle de vérité, au fond. Et nous considérons que ce sont les passions qui dominent. Et quel jeu faisons-nous en faisant ça? Nous faisons le jeu notamment des forces du marché qui ont intérêt à jouer sur nos passions, qui ont intérêt à jouer sur la pornographie, sur la violence, qui sont celles qui mobilisent notre cerveau reptilien et qui font que nous sommes sidérés. Et c'est aussi l'intérêt des forces illibérales, c'est l'intérêt des forces antidémocratiques qui sont parmi nous et qui ont tout à fait intérêt à développer notre goût des passions. Donc ce que nous sommes en train de voir tranquillement, en le considérant comme légitime, c'est simplement la maladie de la démocratie qui pourrait bien nous emporter et qui a déjà emporté la démocratie américaine. Qu'est-ce que vous entendez par maladie de la démocratie? La maladie, c'est sa faiblesse, c'est-à-dire son point faible, c'est-à-dire l'idée que le débat démocratique pourrait ne pas privilégier le raisonnement rationnel, factuel, la quête de vérité, et pourrait privilégier les passions. Oui, c'est ça. Et c'est ça que nous voyons aujourd'hui.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec l'idée de la problématique des passions tristes. Mais si tu avais des passions gaies, si tu avais plus de joie dans le débat, on serait sur une rationalité augmentée. Ça tirerait la... Ouais. Et donc, les passions tristes. C'est ça. Je suis d'accord avec toi, bien sûr. Oui, parce que les passions en soi, c'est bien. Oui, mais, sauf quand elles aveuglent la raison. On sait bien avec l'amour, oui, par exemple. Bien sûr. Bien sûr. Mais ça peut être bien. Mais une société sans passion serait quand même une société. Ah oui, non, alors triste, je ne vais pas faire la guerre aux du passions. Il faut qu'elles aient leur juste place. Le problème, c'est le débordement des passions. Mais une vie sans passion est une vie effectivement bien ennuyeuse. Serait un peu... oui. C'est compliqué. Le monde que nous vivons n'est pas simple. On va devoir clore la session, malheureusement, parce qu'il est l'heure. On avait d'autres questions en ligne, donc je suis désolée, je vous les ferai passer par ailleurs. Et peut-être je vous laisse tous les deux le mot de la fin. Le mot de la fin est pour Michel. Non, c'est vous. Bah, écoutez, c'est une grande émotion après les premières séances qui nous ont fait voyager, qui nous ont fait envisager l'Osium au plan géographique et dans des zones extrêmement, notamment en Afrique, où on pouvait penser que l'Osium semblait une sorte de luxe presque insultant pour les contemporains et où on a appris qu'au fond, non, cette ressource devait être valorisée et était précieuse. Et avec Michel, finalement, on a été après l'espace, on est allé dans le temps long, et on a vu effectivement, avec les femmes, avec les ouvriers, que l'histoire est jalonnée de moments qui ne s'appelaient pas, qui ne sont peut-être pas vécus à travers l'Osium, mais qui ont été moments d'émancipation, des moments où on gagnait des espaces de liberté et où les femmes, et c'était le cœur même de notre séance d'aujourd'hui, elle était mise en avant dans la présentation du projet de cette conférence. Les femmes, on voit bien, sont nos guides. Elles ont été celles qui résistaient en dépit de la servitude. Et aujourd'hui, ce sont celles qui occupent ces espaces de loisirs, qui lisent beaucoup, qui occupent les espaces de transmission. Donc, je pense que les femmes ont encore beaucoup à nous dire sur l'Osium. Vive les femmes.